c'est bon? Ben, bonjour à toutes et à tous. Merci Sylvie de l'invitation. Alors, sa classification histopathologique des sarcomes, une demi-heure, ce n'est pas possible. Je vais juste vous montrer, vous donner quelques messages. Donc, les tumeurs mésenchymateuses, pas sarcomes, mais tumeurs mésenchymateuses de l'utérus représentent 10% des tumeurs malignes utérines et les sarcomes 0,01, 0,02 sur 1000 femmes, en sachant que le penchant bénin, par exemple du leiomyosarcome, qui est le leiomyome, représente la pathologie la plus fréquente au niveau utérin et la première raison d'intervention chirurgicale. Okay? Donc on distingue parmi la galaxie des tumeurs mésenchymateuses utérines les tumeurs musculaires lisses, donc les bénins leiomyome, les malins les leiomyosarcomes. On verra qu'est-ce que c'est une stump. C'est juste une catégorie de, je ne sais pas, d'incertitude, mais ça ne correspond pas à une entité précise. Ensuite, on a les tumeurs stromales. Le nodule stromal, c'est le penchant du leiomyome, c'est le bénin, on n'en parlera pas. L'outrosque, on n'en parlera pas non plus, que jusqu'à il y a quelques années était considéré une tumeur bénigne. Aujourd'hui, on a revu la copie. Et après, le sarcome du strome endométrial qui se décline en bas grade et en haut grade. Et enfin, le sarcome utérin indifférencié, vous voyez, il va empiéter sur les tumeurs, aussi bien tumeurs musculaires lisses que le stromal, que les adénosarcomes, parce que c'est une catégorie de diagnostic d'exclusion. Donc probablement dans ce groupe, il y a des tumeurs musculaires lisses malignes, un phénotype musculaire lisse absent. Okay? L'adénosarcome, qui est important à connaître, de bas grade et de haut grade, sarcome overgrowth, et ensuite les tumeurs mésenchymateuses utérines rares, le PECOM également, les sarcomes utérins SMARCA4 déficients, la galaxie de fibrosarcomes utérins, par exemple le plus célèbre, un TRAC réarrangé, celui associé au réarrangement en PDGF-bêta, qui est décrit depuis 2019, les tumeurs myofibroblastiques inflammatoires à potentiel malignité et les malignes, la tumeur fibrose solitaire, le rhabdomyosarcome, qui peut être pur ou associé à d'autres composantes, par exemple d'un adénosarcome, l'MPNST, et la nouvelle entité, qui c'est le sarcome associé à la fusion 4,6-bêta-15-1. On en parlera, je pense, dans la session spécifique pour les cas, pas aujourd'hui. Donc, je vais traiter ce groupe de tumeurs assez brièvement. Le leiomyosarcome, tout d'abord, c'est le sarcome le plus fréquent. Voilà à quoi il ressemble macroscopiquement. On a vu l'image des sarcomes radiologiques à l'IRM. On voit quand il s'agit de tumeurs complexes, polycycliques, avec beaucoup de nécrose, très remaniées, ça c'est suspect. Il peut être unique ou peut être entouré d'autres, entre guillemets, fibromes. On n'en a pas, on ne parle pas de fibromes, on parle de leiomyome. Mais il peut être une masse unique ou multiple, associé à des véritables tumeurs bénignes. À la taille moyenne 10 cm, mais quand il est tout petit, chacun d'entre nous est né petit, même un leiomyosarcome peut être dans centimètres. Avant de faire le diagnostic, je réfléchis bien. Et l'aspect macroscopique est soit en chair de poisson, peut être jaunâtre, il y a de la nécrose. Alors, le message, c'est que les leiomyosarcomes ont des critères diagnostiques selon l'aspect morphologique. Et on distingue le fusiforme, on dit simplement leiomyosarcome tout court, l'épithélioïde et le myxoïde. Et les critères sont différents. Donc, d'abord le fusiforme. Une fois que vous regardez au microscope, vous décidez que les cellules sont allongées, que la tumeur exprime des marqueurs musculaires lisses tels que desmine, caldesme, etc., transgéline. J'ai décidé que c'est une tumeur musculaire lisse. À ce point-là, pour dire si c'est bénin ou malin, il vous faut 2 au moins. 3, c'est mieux, mais 2 des 3 critères morphologiques qui ont été publiés par Hendrickson et Bell en 1994 et qui ont été repris jusqu'à la dernière OMS 2020. Vous regardez les atypies pour les anapathes au grossissement x10. À fort grossissement, tous les leiomyomes est moche comme un leiomyosarcome, donc A x 10. Et ensuite, si vous avez les atypies diffuses, modérées et diffuses, et au moins 10 mitoses sur 10 champs, maintenant on le dit en millimètres carrés, le seuil de 4 mitoses par millimètre carré, vous l'appelez leiomyosarcome fusiforme. Ou alors atypie et nécrose tumorale, ou alors nécrose tumorale et au moins 10 mitoses. Ça, c'est les critères pour l'appeler leiomyosarcome. Alors, quand est-ce qu'on parle de stump, et puis on parlera plus largement de stump après, quand j'ai un seul de ces critères, ou que l'atypie,
ou que la nécrose tumorale, ou alors je ne suis pas sûre sur la nature tumorale de la nécrose versus ischémique, ou quand j'ai 15 mitoses, parce que dans les papiers rapportés, à 15 mitoses, il y avait déjà des récidives. Et les derniers papiers Gupta Histopathology 2018 reportent la présence de mitoses atypiques. Okay? Ça, c'est les critères qu'on utilise en morpho. Après, l'épithélioïde. Comme vous voyez, un aspect qui rappelle un épithélium. Les cellules sont arrondies. Il faut un cut-off pour l'appeler épithélioïde d'environ, en sens de règle de bon sens, 50% de cellules avec ces aspects épithélioïdes. Alors là, les critères sont complètement différents. Hein. Là, au moins un de ces critères suivants vous font porter le diagnostic de leiomyosarcome épithélioïde. L'atypie seule, la nécrose tumorale seule et le cut-off de mitose à 4 mitoses sur 10 champs, c'est-à-dire 1,6 mitoses par millimètre carré. Autant vous dire que j'ai des moments de stress, parce que quand vous décidez que c'est épithélioïde, vous allez vite au leiomyosarcome. Stump épithélioïde, ben, quand pratiquement j'ai plus de 0,8 mitoses par millimètre carré et moins d'1,6, entre 2 et 3 mitoses. Donc là aussi, le leiomyosarcome épithélioïde est très agressif, plus agressif du fusiforme, et vous voyez, il ne nécessite pas d'une activité mitotique élevée. Là, je vous cite le dernier papier du groupe de Brigham, qui propose des critères diagnostiques un peu plus complexes. On reprend les critères atypie, nécrose tumorale et les mitoses au seuil de 4 mitoses sur 10 champs. Alors, vous avez tout ça? Non. Bon. Allez autre, regardez, est-ce que les bords de la tumeur sont infiltrants? Est-ce que vous avez des mitoses atypiques? La taille à 5 cm et surtout les emboles, les angioinvasions, qui c'est le critère plus important et multivarié, celui qui ressort le mieux. Si vous n'avez rien de tout ça, vous êtes tranquille pour l'appeler leiomyome épithélioïde. Si un de ces critères, vous l'appelez stump épithélioïde. Ou alors, si vous avez 2 ou 3 critères d'atypie, mitose et nécrose tumorale, leiomyosarcome épithélioïde. Vous voyez qu'il change parce que les critères de l'OMS 2020, on en faisait trop à tort à travers de leiomyosarcome épithélioïde. Maintenant, le myxoïde est beaucoup plus rare et il faut un background myxoïde pour l'appeler myxoïde, comme tumeur musculaire lisse, et il vous faut environ un cut-off de 50%, comme règle de bon sens. Vous voyez que les atypies sont beaucoup plus délicates. Et alors, encore une fois, au moins un des critères suivants, le plus important, c'est les bords infiltrants. Vous avez une tumeur musculaire lisse et myxoïde qui est mal limitée, vous l'appelez leiomyosarcome myxoïde. Sinon, les atypies tout seuls, sinon la nécrose tumorale. Et attention, le cut-off mitotique est à 2 mitoses, c'est-à-dire 0,4 mitoses par millimètre carré. Encore un gros moment de stress. Et stump myxoïde quand vous avez une mitose. Voilà. Heureusement, c'est des tumeurs rares et sont extrêmement agressives. Alors, maintenant, on a parlé des leiomyosarcomes. Vous avez compris qu'il y a des aspects différents avec des cut-offs et des critères différents. Et puis, il y a les stump, qui est défini comme tumeur musculaire lisse et potentiellement incertain. Et en fait, en pratique, j'ai une tumeur musculaire lisse. Je n'arrive pas à la classer en leiomyome parce qu'il y a des critères qui m'inquiètent, mais je ne suis pas sûre pour l'appeler leiomyosarcome. C'est une entité qui n'existe pas sur le point de vue biologique. Il faut l'utiliser avec parcimonie. Autant vous dire que comme je revois pas mal de stump en France, ben, je l'utilise malheureusement beaucoup, mais j'essaye de passer outre, d'utiliser d'autres outils diagnostiques. Et quand vous avez un de ces 3 critères, par exemple pour le fusiforme, ou le deuxième incertain, vous l'appelez stump. Ce qu'on observe, c'est que c'est vraiment un between entre le leiomyome et le leiomyosarcome, que, comme on dira, est par définition de haut grade dans l'utérus. Alors, selon les papiers rapportés dans la littérature, avec des séries assez limitées, vous voyez quand vous avez le seul critère, l'atypie, comme ici, vous avez 17% de récidive. Si vous avez la nécrose tumorale, 28% de récidive. Les 15 mitoses, pour l'instant, il n'y avait pas assez de recul. Et également, il n'y avait pas de récidive, mais l'ont quand même mis dans le groupe de stump, parce que c'est à 14 mitoses de ce leiomyome mitotiquement actif. Et sinon, le compte mitotique difficile, incertain et le cardiorexis, il n'y a pas assez de recul. Donc ça, c'est la réalité morphologique des stump. Juste pour rappeler ce qui a été dit dans les précédentes présentations. Les sarcomes gynéco, aussi bien les sarcomes tissu mou, on les distingue avec une
une classification qui est un peu grossière, mais qui reflète quand même une réalité biologique. Un sarcome génomique complexe, je parle de la gynéco, le prototypique leiomyosarcome, le sarcome utérin indifférencié, pour lequel nous ne connaissons pas un événement moléculaire driver, et pour lequel il y a plein d'événements moléculaires, essentiellement de translocation, avec faible charge mutationnelle. Et vous pouvez voir ici qu'il y a des profils génomiques extrêmement complexes. Ces tumeurs, quand vous regardez la morphologie, c'est des tumeurs pléomorphes, c'est-à-dire que les cellules sont différentes entre elles. De l'autre côté, les sarcomes génomiques complexes, il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est la simplicité génomique. Plus vous utilisez des techniques performantes, le whole genome par exemple, même dans les leiomyomes, vous observez de la chromotrypsis. Mais néanmoins, à niveau de CGH, un exemple, le sarcome tract dans l'utérus, où vous avez un événement driver bien connu. Et quand vous regardez les profils génomiques sur un CGH, ils ne sont pas plats, certes, mais sont peu remaniés. Quand on regarde les cellules, toutes les cellules sont égales. En tout cas, il y a une sorte d'uniformité, bien que les cellules soient atypiques. C'est normal parce que l'altération est drivée par un seul événement qui peut après se complexifier. Se basant sur cette idée, sur cette hypothèse, on avait, avec Frédéric Chibon, il y a presque 10 ans, pensé de pouvoir appliquer ce concept dans le diagnostic des tumeurs musculaires lissi-utérines. C'est-à-dire de l'éomyome, en continuant par la stump, que je répète, ça n'existe pas comme entité, mais c'est une catégorie de doute, au leiomyosarcome, on se disait on peut établir une complexité génomique comme un outil pour prédire la récidive et donc pour pouvoir mieux diagnostiquer ces tumeurs. Et donc, on avait observé que dans les leiomyomes, l'index génomique, qui est le nombre d'altérations au carré sur le nombre de chromosomes altérés, qui est une façon pour calculer la complexité assez simple, dans les leiomyomes, l'index génomique était bas. Et au contrario, dans les leiomyosarcomes, est très, très complexe. Et puis, il y a eu pas mal de papiers publiés, dont le dernier de Sylvie, qui a eu le mérite de pouvoir dire c'est réalisable, et c'est réalisable sur des microbiopsies. Donc, un préopératoire. Donc, le GI aide à identifier des patientes qui ont potentiellement un leiomyosarcome, en tout cas une tumeur musculaire lisse à risque de récidive, et donc on peut adapter la prise en charge chirurgicale en fonction du GI. OK. Leiomyosarcome utérin, qu'est-ce qu'on sait sur les facteurs pronostiques? Le grade est controversé et je vous cite le papier de Patricia Potier, Cancer, en 2000, qui démontre que le grade FNLCC ne marche pas. Essentiellement, d'abord parce qu'on a 3 histotypes différents et après parce que nous, on a un problème de nécrose tumorale et nécrose ischémique. OK. Donc, il n'y a pas de grade histologique reconnu. Et quand on fait le diagnostic de leiomyosarcome, est par définition de haut grade, et c'est quelque chose d'extrêmement agressif. Donc, on passe de leiomyome, qui est bénin, à part le leiome bénin métastasien, mais qui est bénin, à quelque chose de super agressif. Et il n'y a rien entre. Alors, le leiomyosarcome de bas grade existe, j'en suis persuadée. La nature est beaucoup plus complexe de ce qu'on croit. Mais on n'arrive pas à trouver des critères diagnostiques morphologiques pour l'instant fiables. Autre critère pronostic, les récepteurs estrogène, progestérone, avec des résultats différents selon les papiers. Donc, je passe vite sur le signe SARC qui a été bien étudié et illustré auparavant, juste pour dire qu'on l'avait appliqué sur les leiomyosarcomes utérins et qui était pronostic en recurrence-free survival, en overall survival, aussi bien en tout stade confondu qu'en stade 1. Donc, c'est une outil de randomisation pour les prochaines études randomisées, notamment sur les leiomyosarcomes qui va débuter. OK. En faisant la synthèse, donc là, j'exprime ici vraiment mon point de vue qui n'est pas reconnu encore dans l'OMS. Je pense que le concept de l'MS utérin doit évoluer. Et si on doit comparer les leiomyosarcomes utérins à cet iceberg, avec les critères morphologiques de Bell, publié en 1994, repris par l'OMS, nous sommes capables de reconnaître des leiomyosarcomes de haut grade. Okay? Ils sont vraiment très agressifs. Avec la CGH, on va prendre tout un groupe de tumeurs musculaires lisses, dont des hauts grades, mais aussi des bas grades, avec un risque de récidive. Mais ce n'est pas dit que cette tumeur récidivera. Il y a quand même un fort risque, mais il faut l'établir. Avec la signature SINSARC, on est plus fin, puisqu'on va identifier
les léiomyosarcomes de haut grade et les léiomyosarcomes qui sont vraiment à risque de récidive. Et moi, je pense, quand j'ai commencé il y a 10 ans, et j'utilise en quotidien depuis 10 ans la CGH dans mes diagnostics, je voulais tuer les concepts de Stump. Avec Deitos disait « kill the Stump ». Je pense que ce n'est pas une bonne idée de tuer le Stump si on a léiomyome et léiomyosarcome hautement agressif. Je pense qu'il faut réintroduire le concept de léiomyosarcome de bas grade, puisqu'en étudiant les CGH et en faisant le follow-up, on a des cas dans le concept de léiomyosarcome qui ont un risque de récidive faible à modéré, des patientes avec un GI supérieur à 10 qui probablement ne récidiveront pas, et qui peut-être vont développer une maladie indolente. Je rentre dans ce groupe aussi, le groupe de léiomyomatose, donc on n'a pas le temps de parler. Et de l'autre côté, on a le léiomyosarcome de haut grade, qui est quelque chose de vraiment agressif, avec une survie et une évolution rapide pour lequel il faut trouver des cibles thérapeutiques, il faut trouver une thérapie. Alors, ce qu'on se disait, et ça on l'avait publié il y a quelques années avec Frédéric Chibon, c'était comment on peut pallier aux limites de la CGH, en particulier dans les léiomatoses, en particulier dans les léiomyomes bizarres. Et je répète, la CGH doit toujours être intégrée avec la morphologie. Le gros problème qu'on avait trouvé, c'était pour les léiomyomes bizarres. Et là, effectivement, on doit publier ce papier représenté en écueil. Alors, on se disait, on va combiner les données CGH, génomiques et transcriptomiques de SynSarc. Vous avez une tumeur musculaire lisse qui vous pose des problèmes. Est-ce que c'est une Stump? Est-ce que c'est un léiomyome bizarre? Si le profil génomique est simple et vous êtes sûr qu'il s'agit d'une tumeur musculaire lisse, ce n'est pas un sarcome SMARCA4 déficient qui a un CGH presque plate. OK, bon, c'est bénin, vous l'appelez léiomyome ou léiomyome avec noyau bizarre. Si votre profil génomique est supérieur à 10 ou à 15, ça dépend aussi de la plateforme, donc ne fixons pas de cut-off si dogmatique. Eh bien, il peut s'agir d'un léiomyosarcome, mais il peut être aussi un léiomyome, un noyau bizarre. Donc, on revient à la case de départ. En tout cas, même un bizarre nucléaire, je pense qu'il faut l'opérer en le considérant comme un sarcome. Après, on applique la signature SynSarc. Si c'est dans le risque de bas risque, groupe 1, si la chirurgie optimale est réalisée, je peux surveiller. Si c'est un groupe à haut risque, ben alors là, c'est le cas de le mettre dans les essais randomisés. Et éventuellement, c'est ceux qui bénéficieront, j'espère, de la chimiothérapie. Voilà, ça c'est mon point de vue actuel. Peut-être je le changerai, j'espère, d'évoluer dans les prochaines années sur les tumeurs musculaires lisses de l'utérus. Maintenant, les sarcomes du strome endométrial. Alors, on ne parlera pas de léiomyome, on a le bas grade. Et vous voyez, selon l'OMS 2020, toute une série de fusions, de transcrits de fusion qui sont associés à ce type de sarcome. C'est un sarcome qui a un bon pronostic et vous avez une thérapeutique ciblée, une des plus vieilles, l'hormonothérapie, qui marche assez bien. Il peut échapper, il y a des récidives et on peut même opérer, par exemple au poumon, des métastasectomies et la survie est quand même pas mal. Bon, il peut devenir dédifférencié, mais c'est plus compliqué que ça. Puis vous avez le haut grade. Dans le groupe de haut grade, rappelez essentiellement la fusion YWHAE avec NUP-M1 et BCOR, fusion avec ZC3H7B, ou la BCOR duplication interne en tandem, et récemment le BCOR ligand, BCOR élan, qui est associé maintenant, je vous montrerai les papiers, l'ont démontré, avec le groupe de sarcome strome endométrial de haut grade. Le pronostic, on m'a fait rajouter intermédiaire, je suis pessimiste et mauvais. Je ne sais pas quelle est votre expérience. Mais... Donc là, à discuter radiochimiothérapie, dans le sens que, autant pour le bas grade, l'hormone marche, là, non, parce qu'ils ont très peu de sensibilité à l'hormonothérapie. Ils n'expriment presque pas les récepteurs, ou pas tellement. Et puis, nous avons le sarcome utérin différencié. Et là, on distingue l'uniforme et le pléomorphe, selon la morphologie. Et je vous parlerai mieux après de ça, parce qu'on voit comme depuis 2011, on a changé de classification, surtout dans l'uniforme. On n'a pas de fusion connue, encore aujourd'hui, et c'est un diagnostic d'exclusion. C'est super mauvais. OK, là aussi, radiochimiothérapie. Donc, ce petit schéma, je ne le commente pas, mais vous l'aurez dans les diapositives. Comment on fait le diagnostic, les caractéristiques en morphologie, immuno et en biologie moléculaire. C'est un peu synoptique, ça peut être utile. Juste, je vous rappelle une chose.
Le nodule stroma endométrial, j'ai dit que j'en parlais pas, mais est défini comme tumeur du stroma endométrial, c'est-à-dire que nous, quand on regarde ces cellules, les cellules sont ovoïdes et ressemblent à un endomètre en phase proliférative. Il est bien limité, il n'y a pas d'angio-invasion. Regardez le sarcome stroma endométrial de bas grade. Par définition, c'est une tumeur du stroma endométrial, le même qui ressemble à un endomètre en phase proliférative, donc les mêmes cellules du nodule, mais qui infiltrent le myomètre et associé ou pas à des angio-invasions. Voici à quoi il ressemble. Donc, vous avez des cellules un peu ovoïdes, uniformes. L'autre chose importante, uniformes, parce qu'elles sont souvent associées à des transloques. Vous voyez l'infiltration en doigt de gant, en languette du myomètre. Et là, la macroscopie, je suis désolée, on ne voit pas beaucoup, il y a des vermiotes qui ressortent et des angio-invasions, très souvent. En immunohistochimie, là, on s'en sort assez bien. Je cite CD10, je ne suis pas fan de ce marqueur, je préfère IFI-TMA. En tout cas, en général, n'exprime pas desbine et caldesmone, mais vous voyez que la desbine n'est pas complètement négative et peut se positiver surtout dans les foyers de métaplasie musculaire lisse. RE et RP en général sont positifs. Faites attention, caldesmone est négative en général, mais les kératines peuvent être positives, surtout si vous avez une atteinte ganglionnaire. Maintenant, la majorité des sarcomes stroma endométrial de bas grade sont associés à des fusions. Jazz est la plus vieille, c'était décrite il y a 20 ans. Et ces transcrits de fusion vont altérer des gènes qui font partie du polype repressive complexe qui va contrôler le dépelotement des histones. Donc, cette transcription, cette transcrit de fusion, empêche à ces gènes de fonctionner correctement. Donc, on a une perte de contrôle dans la transcription. L'effet oncogénique est effectivement que l'ADN est plus libre à être transcrit. On transcrivera aussi plus d'oncogènes. L'autre message que je voulais passer en pratique, est-ce qu'on peut faire le diagnostic de sarcome stroma endométrial de bas grade sur un curetage? Alors, ça peut être difficile parce que parfois, alors très souvent, pardon, vous n'avez pas l'infiltration du myomètre visible et les angio-invasions. Sur ce cas, j'y vais, mais sachez que peut être vraiment difficile. Et ça, c'est embêtant pour le chirurgien parce qu'il veut savoir s'il doit avoir une attitude de sarcome ou si c'est nodule stromal, c'est bénin. Le jazz peut être réarrangé dans les deux, donc n'est pas utile pour faire la part des choses entre nodule et sarcome stroma endométrial de bas grade. Maintenant, le sarcome stroma endométrial de haut grade, c'est toujours une tumeur agénomique assez simple, comment dire, associée à une transcrite de fusion, avec des cellules monomorphes. Il est à un stade déjà plus avancé comme présentation. Il infiltre le myomètre. Il y a pas mal de mitose et de nécrose. Alors, il peut s'associer avec un bas grade, ce n'est pas exclu, donc il faut bien échantillonner pour être sûr de ne pas louper le haut grade. Comme marqueur, nous utilisons beaucoup la cycline D1. Il dit que la cellule est en cycle, c'est normal, elle prolifère beaucoup, et le B-corps. Alors, juste pour dire, cycline D1 positive, ça veut dire qu'elle doit être positive dans au moins 70% de cellules. Vous voyez là, c'est tout noir, marron. Et le B-corps, 95% de cellules. L'autre message, quand vous lirez nos comptes rendus, ce n'est pas parce que vous avez un B-corps en immunohistochimie fort positif qu'il y a une fusion sous-jacente. Très souvent, vous avez une positivité de B-corps avec la fusion YWHA. Je n'ai pas d'explication. Voilà, quelques détails sur l'immunohistochimie, mais ça c'est pour les anapathes, je ne vais pas vous embêter sur ça. La fusion YI et Jazz sont mutuellement exclusives dans la même cellule, mais on peut les avoir dans la même tumeur. C'est rarissime, hein, franchement, théoriquement possible. Le B-corps, ça a été décrit dans l'utérus en 2016-2017 par l'équipe de Wang, et il a vraiment chamboulé les paradigmes diagnostiques de sarcome stroma endométrial, puisque il peut être myxoïde, parce qu'il peut être à cellules fusiformes, ovoïde, arrondi, il peut infiltrer le myomètre, il peut avoir une forme d'infiltration pushing, comme dans les leiomyosarcomes. La vascularisation peut être mangiopéricitaire, comme dans le PCOM. Et il peut être RE-RP+. Donc il a complètement changé nos critères diagnostiques, mais il faut le savoir. Et là, un autre papier assez provocatif comme message. Sachez que les B-corps peuvent avoir, souvent ils ont, une amplification d'MDM2. Donc, si vous êtes en péritoine rétropée chez une patiente pour laquelle on a dans l'anamnèse pas si précise une hystérectomie et on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas longtemps, parce qu'un B-corps en général donne des signes assez vite, pensez, ce n'est pas automatiquement un lipodédif. Et ça, c'est connu, mais je ne pense pas assez. Il faut avoir un réflexe. L'autre chose,
Jazz et FAN et PCA sont des gènes qu'on attribue de façon dogmatique au sarcome stromadométrial de Bagrade. Eh bien, il se trouve qu'ils sont un peu promiscues, c'est-à-dire qu'ils vont avec d'autres partenaires, dont Bécor et Lan. Et on sait que Bécor et Lan, quand vous voyez ici l'étude de méthylome de la série d'Heidelberg, publiée par Félix Commos, les groupes Bécor et Lan clusterise avec les sarcomes stromadométriales de haut grade. Si vous faites une fiche et vous avez Jazz ou EPC1 réarrangé, mais la morphologie, ça ne colle pas complètement pour un bas grade, faites un RNA-seq. Ou en tout cas, faites la cycline D1, pensez qu'il peut s'agir d'un haut grade. En général, les RERP sont négatifs, vous avez d'autres éléments. Mais ça, c'est important à connaître. Ne pas focaliser seulement sur un gène, parce qu'il peut avoir un autre partenaire. L'adénosarcome, tumeur biphasique, composée d'une composante bénigne, épithéliale bénigne, et une composante maligne, sarcome. Il faut distinguer le bas grade, l'adénosarcome de bas grade, qui est un bon pronostic, mais il faut vraiment reconnaître celui avec surreprésentation sarcomateuse, le MASO, sarcomatous overgrowth, qui est vraiment mauvais. Donc, vous pouvez les voir à tout âge, représente 5% des sarcomes utérins. Souvent, on les enlève pour des polypes, donc la patiente saigne. Les facteurs pronostiques sont le stade, et attention, est différent par rapport à l'héliomyosarcome et le sarcome stromadométrial, surtout la présence du sarcomatous overgrowth, la composante de haut grade souvent est associée, et les angioinvasions. Et donc le stade, c'est un peu comme l'ancien stade des carcinomes, l'infiltration du myomètre. Et vous avez 25% de récidives et 25% de décès, mais en réalité, c'est surtout les sarcomatous overgrowth. Juste pour les anapathes, qui ressemblent à des structures phyllodes, ça fait comme des feuilles. Et après, dans des polypes, allez chercher les zones plus rigides, des condensations, cherchez ça dans les comptes rendus du pathologiste. Les mitoses ne sont pas forcément nécessaires, mais plus vous en avez, plus ça vous aide. Mais surtout, ne ratez pas ça. Ça, c'est un sarcomatous overgrowth, c'est-à-dire 25% de la composante du polype est sarcomateuse, sans glande, ou avec très peu de glandes. En général, vous avez une composante de haut grade. Ça, c'est très mauvais. Donc, récapitulatif, vous avez l'adénosarcome de bas risque et P53 wild type, et en général, RERP positif, c'est bien différencié. Celui-là, vous pouvez aussi le contrôler avec l'hormonothérapie parce qu'il est bien différencié, il est sensible. Et puis, vous avez le haut risque, le sarcomatous overgrowth, qui peut être bas grade ou haut grade, mais retenez sarcomatous overgrowth. Il y a une autre entité que pas tous les pathologistes sont d'accord, c'est sans sarcomatous overgrowth, mais de haut grade. Et alors là, vous voyez que les cellules à petit grossissement sont moches, sont atypiques, P53 commence à être muté, RERP sont perdus, et là, c'est agressif. Juste une autre chose, parce que ça peut être utile. Parfois, pour nous pathologistes, faire la part des choses entre un sarcome, un adénosarcome de bas grade et un polype atypique est vraiment, vraiment difficile. Alors là, c'est un joli papier publié par Brigham sur 29 cas avec le follow-up. Et c'est intéressant parce que quand on est embêté en morphologie, on l'est aussi en biomol. Et en fait, ils ont observé une sorte de overlap entre les adénosarcomes de bas grade, je parle de bas grade, et les polypes atypiques. Et 60% ont des altérations, des mutations pathogéniques, mais ils n'ont pas les mutations et surtout les amplifications qu'on retrouve dans les sarcomatous overgrowth. Dans leur série, DICER1 n'était pas muté, et ils proposent de les appeler polypes utérins atypiques, parce qu'ils ont vraiment une sorte d'overlap avec l'adénosarcome de bas grade, mais bien qu'il y a des altérations pathogènes, ils n'ont pas la complexité chromosomique d'un adénosarcome agressif, c'est bénin, et ils proposent un contrôle, comment dire, conservateur. Moi, je dis une chose, j'appelle toujours le clinicien et je compare. Les lames, qu'est-ce que tu as au niveau de l'utérus? Est-ce que tu as encore une masse résiduelle? Ce que je regarde est vraiment tout enlevé ou pas? Si tout enlevé et j'ai un polype atypique, on peut décider d'une surveillance. Et une des dernières entités, les sarcomes associés en TRAC et les sarcomes associés à colan PDGF-bêta. Alors, les sarcomes en TRAC dans l'utérus, c'est une nouvelle entité, 46 sarcomes utérins publiés jusqu'à maintenant. Retenez, il s'agit de patientes jeunes, moyenne 37 ans, bon, de 13 à 69 ans, surtout localisées, mais pas que, mais surtout au col, à stade 1 au diagnostic, symptômes saignement,
Mais puisqu'il y a 20% de récidives et de métastases, 14% de décès, on les appelle sarcomes. À la différence des tissus mous, ils arrivent encore à distinguer un TRAC 3 est probablement plus agressif. Et ils disent tumeur associée avec un TRAC 1. Ils ne parlent pas forcément de sarcome. Nous, on parle de sarcome parce que l'expérience est limitée et on a trop de cas qui évoluent. Okay? Ça, c'est la morphologie. On les appelle fibrosarcoma-like. Et c'est des cellules fusiformes qui sont très monomorphes, associées aussi à un infiltrant inflammatoire. Regardez l'immunohistochimie, c'est tout négatif, sauf P100 qui peut être hétérogène, CD34 qui est variable, mais P53 en général wild type, seulement 2 cas ont été rapportés mutés, mais Pantrac positif diffus, comme ça. Alors, quand vous avez une positivité de Pantrac, vous allez tester, vous pouvez utiliser, alors la fiche, je trouve que ça peut être plus délicate, ou Archer, ou l'RNA-seq total, et vous avez la preuve de la fusion. Et l'intérêt, c'est que vous pouvez donner une thérapeutique ciblée. Juste un petit truc, il y a des problèmes pour l'immunohistochimie, il y a des caveats, parce que l'immunohistochimie, ça a été testé avec un cutoff style PDLAN à 1%. Donc c'est bien pour le theranostic, mais pour le diagnostic, c'est atroce. Alors, on sait que la sensitivité est 80% dans les sarcomes et la spécificité est 74%. Sarah Chang reporte 3% de positivité en TRAC dans les légumes-sarcomes, 91% dans les sarcomes stomato-endométriales de haut grade. On est en train d'écrire un papier. Sur notre expérience, on est à 15%, donc beaucoup moins. Toujours est-il, chaque positivité doit être confirmée par outil moléculaire. Et là, le dernier papier Modern Pathology du groupe de Graz, dans les sarcomes, sur environ 500, ils disent que ce n'est pas si mauvais que ça. Si vous avez la morphologie qui va avec, vous avez S100 positif, CD34, je trouve que ce n'est pas un anticorps si mauvais, si bien maîtrisé. Alors, est-ce qu'on arrive à trouver, dans la limite de ces expériences, les patientes qui vont mal de celles qui ne récidivent pas? 46 cas, ce n'est pas beaucoup. Alors, le groupe de Brigandi, les groupes à haut risque, il vous faut au moins un de ça. Compte mitotique supérieur à 8, surtout les emboles. La nécrose et la fusion en TRAC, même si ce n'était pas statistiquement significatif dans leur papier. Et vous voyez dans le Kaplan-Meier, le groupe à bas risque ne se passe rien, le groupe à haut risque récidive et a des décès. Mais le TRAC 3 dans leur série n'était pas statistiquement significatif, il y a une tendance. La chose positive, c'est que vous faites un diagnostic de sarcome TRAC réarrangé, c'est un peu plus élégant que sarcome utérin indifférencié uniforme, mais vous pouvez les traiter. Et il y a des cas reportés avec des bonnes réponses dans le col, dans le col utérin. Juste citer col 1 PDGF-bêta, ça vous parle en termes de sarcome comme dermatofibrosarcoma protuberans et fibroblastome infantile. C'est une tumeur extrêmement rare dans l'utérus, méconnue. Jusqu'à maintenant, était appelée sarcome utérin indifférencié uniforme. Pourquoi, quand on l'a décrite en 2019, on avait proposé dermatofibrosarcoma protuberans de l'utérus. Et Robert Soz nous avait dit non, effectivement, ce n'est pas la même chose. Probablement, ça clusterise à côté des dermatofibrosarcomes, mais il faut les distinguer parce que si le dermatofibrosarcome cutané et superficiel a une survie globale qui est pas mal du tout, celle dans l'utérus est extrêmement agressive. Donc, il faut le reconnaître. Comment on le reconnaît quand on rencontre cette tumeur? Vous rencontrez une tumeur qui est bleue, qui est très cellulaire. Les cellules sont uniformes, ovoïdes. L'immunohistochimie est négative à tout, sauf CD34, mais il peut se négativiser dans certaines transformations en fibrosarcome. Vous pouvez utiliser la fiche dual fusion, et c'est éligible à l'imatinib, avec quelques papiers rapportés dans l'utérus. Encore un mot, et puis je conclue. Rapide, les sarcomes MARCA4 déficients, chez la patiente jeune, âge moyen 42 ans, il faut y penser, surtout pour les anapathes, il faut y penser. Vous avez des cellules épithélioïdes, rhabdoïdes, beaucoup de mitose, d'atypie, et vous avez la perte des SMARCA4, berger en l'anticorps, ou SMARCA2, rarement ignant, P53 wild type, et sont stables comme microsatellites. Les CGH sont très peu remaniés, donc vraiment toujours intégrés dans le contexte clinique, et cette patiente était décédée à 1 mois. Et je finis avec le sarcome utérin différencié, c'est super mauvais pronostic, et c'est un diagnostic d'exclusion. Vous voyez cet aspect vraiment pléomorphe. On distingue le type pléomorphe et le type uniforme.
Mais juste pour vous rappeler que depuis 2011, avec le sequencing, à partir du groupe uniforme, on a décrit le YI 2012, le BCOR dans l'utérus 2016 et 2017, l'UNTRAC 2018, le PDGF-bêta, et puis il y a toute une série de la galaxie des fibrosarcomes, le MACE1 par exemple. Donc sachez qu'on va encore les démembrer. Et pensez, quand vous avez une tumeur mésenchymateuse maligne dans l'utérus, essayez de voir si c'est pléomorphe ou fusiforme. Pensez à toutes ces entités, le PCOM, l'héliomyosarcome, le rhabdomyosarcome. Excluez bien sûr un carcinosarcome qui n'est pas un sarcome, c'est un carcinome, il faut quand même y penser dans le diagnostic différentiel. Les lymphomes, l'alvéolasoparsarcome, c'est uniforme, on n'a pas eu le temps d'en parler. Tous les groupes associés à des tyrosine kinases, à des fusions. La tumeur fibrose solitaire maligne qui existe, bien sûr le mélanome. Et à la fin, ça m'arrive, après avoir passé un RNA sec total, et j'ai aucune fusion, ou plein, mais c'est génomique complexe, de le rappeler sarcome utérin différencié. Donc, je conclus, les sarcomes utérins sont des tumeurs rares, posent parfois de gros problèmes diagnostiques, il faut les revoir après les experts, et on a un groupe REPS, en particulier REPS gynéco pour les tumeurs gynécologiques, on se revoit, on se réunit, et on échange. Et l'apport de la biologie moléculaire est essentiel et l'importance de la concertation pluridisciplinaire. Merci. Merci sur ce topo très complet. Est-ce qu'il y a des questions pour Sabrina? C'est impressionnant quand même. Alors moi j'ai une question, on voit de plus en plus de sarcomes de la prostate. Est-ce que, alors il y en a moins que des sarcomes utérins, mais est-ce qu'ils peuvent être un peu classifiés comme ça? Je suis... Non, je vois que les femmes, mais pourquoi pas? Alors, non, c'est décrit, les tumeurs des Stump sont décrites. Alors, je pense que c'est on n'a pas eu le temps de parler, il ne faut pas oublier le contexte, le homing hormonal pour la femme, RERP, mais à testostérone pour l'homme. Donc, dans la prostate, il peut, effectivement, sont décrites les Stump dans la prostate. Je n'ai pas regardé la littérature. Je pense que c'est applicable, le Genomic Index, mais il faut faire des séries. On est rapidement à la prostatocystectomie, et quand vous nous répondez Stump de la prostate, c'est quand même assez embêtant. Ouais. Vous leur irradiez aussi, hein? Ah bah oui, mais irradier un jeune... Bon, bah merci pour ce topo très